Oh là, excusez-moi, c'est très impressionnant vu d'ici, je vous cache pas. Mais tout va bien se passer. Donc bonjour tout le monde. Donc bienvenue à cette table ronde intitulée Plus de 5 ans après MeToo, faire évoluer les pratiques journalistiques. Ce qu'on vous propose de faire avant que je vous présente les personnes que vous avez devant vous, c'est qu'on fasse une petite présentation, chacune un petit mot sur un des sujets sur lesquels on travaille plus spécifiquement, et ensuite qu'on passe assez vite aux questions, parce que d'ordinaire, peut-être c'est différent cette année, mais d'habitude, il y a souvent beaucoup de questions et beaucoup de frustration à l'issue de la discussion, donc on va essayer vraiment de faire rapidement ici pour vous laisser la parole. Donc voilà, que ce soit le plus interactif possible. Très vieux mot. Bref, donc bonjour, moi je suis Lénaïque Bredou, je travaille à Mediapart, je suis responsable éditoriale aux questions de genre et je m'occupe notamment d'enquêtes sur les violences sexistes et sexuelles. À ma droite, Sarah Brett, qui est également journaliste à Mediapart, au service enquête de Mediapart, et qui travaille sur plein de sujets différents, mais aussi sur la question des violences masculines, notamment des féminicides. À ma gauche, Maude de Carpentier, qui est journaliste à Rue 89 Strasbourg, un média partenaire dont Mediapart est partenaire depuis plusieurs années maintenant, et qui, elle aussi, a mené plusieurs enquêtes longues, difficiles et très impressionnantes sur les violences sexistes et sexuelles, une récente sur l'université notamment. Et à ses côtés, Marie Barbier, qui est donc cofondatrice de la revue La Déferlante, la revue féministe consacrée aux révolutions féministes. Voilà, voilà. Dont Mediapart est d'ailleurs également très fier d'être partenaire. Donc juste pour vous dire un peu très rapidement, pour celles et ceux qui ne nous connaîtraient pas très bien, ça fait des années qu'on a placé la question des violences sexuelles et plus largement des questions de genre au cœur de nos priorités éditoriales. C'est le cas depuis 2016, même évidemment depuis 2017 et MeToo, mais on avait même déjà commencé avant. Ça se traduit concrètement par un gros investissement en termes d'enquête sur ces sujets, de production d'informations sur ces sujets, au point que les questions des violences est devenu un des axes forts des enquêtes publiées par Mediapart chaque année. C'est une dizaine d'enquêtes publiées chaque année par les journalistes staffés de Mediapart, par les partenaires de Mediapart où on reprend leurs informations, et puis aussi évidemment par les journalistes pigistes avec lesquels nous travaillons. Et j'ai une pensée toute particulière pour les pigistes de YouPress qui mènent un travail formidable, notamment sur les féminicides politiques, qui s'appelle Femmes à abattre et que vous pouvez retrouver quelque part dans l'espace partenaire par là-bas. Voilà, donc c'est un travail éditorial très important qui porte sur les enquêtes, mais plus largement dans tous les services du journal, dans toutes les rubriques, d'une approche transversale de ces sujets, que ce soit en texte, en vidéo, en photo, avoir une réflexion sur les contenus éditoriaux, c'est-à-dire ce qui fait la une du journal, ce qui fait l'actualité du journal. Et de fait, depuis 15 ans, ce qui fait l'actualité du journal a évidemment changé, parce que la société a changé, parce que le monde a changé, mais aussi parce que nous, on a changé de notre manière de faire de l'information. Et on a mis ces sujets bien plus au cœur qu'ils n'étaient au début du journal, aidés, poussés, encouragés par le mouvement de la société sur ces questions, qui est aussi un mouvement de la société qui interpelle les médias. Et de ce point de vue-là, on essaye d'être à la hauteur de cette interpellation. Donc ça, c'est le schéma un peu général. Ça passe aussi, pour que vous le sachiez, par un travail sur les pratiques journalistiques, sur la manière dont on écrit, sur le fait de veiller à davantage de parité, davantage de diversité dans les interlocuteurs et les interlocutrices que nous mettons en avant dans le journal. C'est notamment vrai par l'effort fait par le service vidéo du journal, mais aussi en texte. On essaye de compenser le retard que nous avons, nous, comme toute la presse française en réalité. Et puis, donc dans cette approche transversale, le fait qu'il y ait de plus en plus de journalistes à travailler sur ces questions, il y a aussi le fait d'avoir un environnement médiatique avec lequel on peut échanger sur ces sujets, ce qui est aussi quelque chose de très important. Et c'est aussi pour ça qu'on tenait aujourd'hui à ce que Rue 89 Strasbourg et La Déferlante soient présents, parce que pour montrer que c'est aussi un environnement médiatique qui change, qui s'encourage, qui s'entraide et qui participe, en essayant de participer à ce changement des médias sur ces sujets, parce que c'est quand même un point crucial.
Voilà, moi j'en ai terminé. Je vais juste poser une petite question à chacune d'entre elles et puis après ce sera à vous. Je vais commencer, privilège Mediapart, par Sarah, qui pendant des années a travaillé à l'AFP avant de nous rejoindre à Mediapart et qui, quand elle était à l'AFP, notamment travaillait en Seine-Saint-Denis et a été amenée à couvrir de nombreux cas de féminicide et de violences conjugales de manière plus générale. Est-ce que tu peux nous dire, Sarah, comment tu vois, toi qui as cette antériorité-là sur ces sujets, comment le traitement médiatique a changé, comment c'est plus facile, est-ce que c'est plus facile, en quoi c'est plus facile aujourd'hui ? Bonjour. Donc oui, effectivement, moi j'ai rejoint Mediapart pour ma part il y a 1 an et demi. Avant cela, j'étais journaliste à l'agence France Presse pendant une quinzaine d'années, dont 6 ans en Seine-Saint-Denis, où j'ai couvert dès 2015 en fait de nombreux cas de meurtres de femmes. On ne parlait pas encore de féminicide à l'époque. Voilà, c'est des sujets qui étaient très peu couverts à l'époque et on était une équipe féminine de journalistes. Nous étions 4 journalistes femmes et on s'est mis à s'intéresser à ce sujet-là et à le couvrir de très près. Et à cette époque-là, on prêchait dans le désert en fait un petit peu puisqu'il y avait très peu de cas qui étaient remontés. En l'occurrence, c'était surtout par la presse quotidienne régionale. Et donc on s'est mis à travailler sur ces sujets-là, au départ sans grand écho. Et puis est arrivé ce grand mouvement MeToo qui a absolument tout changé, moi je dirais. En tout cas, même dans des médias dits mainstream. C'est-à-dire que même nous, à l'AFP, on s'est mis à recenser les féminicides au même titre que le faisait un collectif déjà à l'époque. On s'est mis à faire nos propres recensements, à traiter absolument tous ces féminicides et surtout à suivre de très près toutes les politiques publiques qui commençaient à peine à naître, en l'occurrence, et à essayer de les accompagner. Puisqu'en fait, l'idée déjà, c'était de faire du journalisme utile qui fasse un petit peu avancer les choses. Donc voilà, maintenant on en est où on en est, c'est-à-dire on parle de féminicide, on les recense, on a eu un Grenelle contre les violences. Ceci dit, moi ce qui me frappe encore aujourd'hui en 2023, c'est quand même l'indifférence générale sur ces féminicides dont le nombre n'a pas baissé, voire au contraire augmenté. Et voilà, j'ai encore fait un petit papier en février puisque j'avais recensé moi-même 5 féminicides la même semaine, dont cette fameuse... cette histoire des buttes Chaumont où on a retrouvé cette femme donc découpée en morceaux. On avait également une femme brûlée vive en Normandie, une autre poignardée de 30 coups de couteau. Voilà, et voilà, et ça n'avait pas été relayé sauf dans quelques articles de la presse locale et évidemment pas par aucun membre du gouvernement à aucun moment. Voilà. C'est-à-dire pas par Gérald Darmanin, ministre de l'Intérieur, dont c'est normalement la charge. Voilà. Allez-y. Voilà, c'est pas pour toi, Maud. Voilà. Donc Maud, donc toi tu travailles à rue 89, est-ce que justement tu as vu les choses changer, les sujets que vous traitez évoluer, l'intérêt des lecteurs et des lectrices changer aussi sur ces questions, voilà, permettre de faire des enquêtes de long terme difficiles qui parfois dérangent vos interlocuteurs, vos sources habituelles, etc. Donc moi, rue 89 Strasbourg, j'y suis seulement depuis 2 ans et demi, donc bien après MeToo. Mais j'ai demandé à mon rédacteur en chef comment les choses avaient changé au moment de MeToo, et c'est sûr que ce qui a changé donc, dans ce média qui a été créé en 2012, c'est qu'au moment de 2017 et de 2012, de MeToo, ce qui a changé, c'est la libération de la parole, c'est sûr. Et c'est notamment les femmes qui se sont mises à beaucoup plus nous contacter. On a une plateforme d'alerte et sur cette plateforme d'alerte, on a eu des sources qui nous ont contactés pour nous raconter leur histoire, pour nous dire il faut parler de moi, je suis la femme d'un élu local, je suis frappée, j'ai été humiliée pendant des années, j'en ai marre, il faut que ça se sache. Je trouve que c'est plus facile dans ce sens-là pour nous journalistes d'avoir accès à cette parole. Parce que aussi des collectifs se sont créés depuis 2017. Je pense à Musique Tout,
Justement, j'ai travaillé avec les Naïcs sur un sujet qui est né grâce à Musique Tout. Voilà, où ce collectif, évidemment, est né de MeToo, et cette parole se libère dans toutes les sphères. Et grâce à ça, nous, journalistes, le travail est beaucoup plus facile, à la base en tout cas, puisque les femmes ont envie de parler, et on n'a plus ce travail très très compliqué de recherche première de témoins. Après, ça reste des enquêtes très compliquées. Mais c'est sûr que Rue 89 Strasbourg, sans un intérêt dans ces sujets-là, j'ai compté, alors le chiffre il est un peu ridicule parce que, enfin peut-être que ça va paraître ridicule, mais pour nous, petits médias, où ils étaient 2, puis 3, puis 4, puis on est 5 depuis quelques mois, j'ai compté 25 sujets et enquêtes depuis 4 ans. Qui portent sur ces sujets de violences faites aux femmes, de féminicide, de violences sexistes, sexuelles, de harcèlement, avec certaines qui ont mené à des procès, très peu à des condamnations. Mais voilà, donc on sent qu'en effet ça suscite un intérêt et qu'on est attendu là-dessus parce qu'en fait on est les seuls à Strasbourg à se saisir de ces sujets-là parce que c'est compliqué de les faire au niveau local. Ça veut dire que ce que tu veux dire, c'est que la presse régionale classique ne s'y penche pas comme vous vous y penchez. Non, parce que c'est compliqué, ça prend beaucoup de temps. Beaucoup de temps. Et puis, on dérange, forcément. Et au niveau local, déranger les élus, déranger des gens influents dans le milieu de la musique, déranger l'université, ça a plus d'impact qu'à Paris, en fait, c'est sûr. On est aussi plus en relation avec les sources. On risque plus de croiser un copain qui connaît le mis en cause. Et donc, c'est sûr qu'au niveau local, ça, c'est plus compliqué. Ouais. Et que les DNA ne font pas ce qu'on fait. Voilà. C'est tout le mérite. Abonnez-vous à Rue 89 Strasbourg. Marie, toi, tu t'es aux premières loges pour avoir observé aussi tous ces changements, puisque tu as longtemps été journaliste à l'Humanité, en charge de la justice notamment. Tu as suivi beaucoup de procès sur ces sujets. Et puis, depuis 2 ans, vous avez cofondé, tu as cofondé la Déferlante. Voilà, est-ce que toi, comment tu perçois un peu comment les médias ont bougé, comment l'écosystème médiatique a bougé, et peut-être le chemin qui nous reste à parcourir? Oui, la particularité, effectivement, c'est que moi, je viens d'un quotidien et que là, on a créé une revue trimestrielle, effectivement. En fait, nous, on a commencé à réfléchir à la Déferlante 2 ans après ce qu'on pourrait appeler le MeToo médiatique, parce qu'il faut peut-être rappeler que le premier MeToo, il date de 2007, il est créé par une femme noire aux États-Unis qui s'appelle Tarana Burke. Et donc, ce qu'on pourrait appeler le MeToo médiatique, effectivement, c'est 2017. Et nous, on se dit, en fait, ce que je peux vous raconter, peut-être, c'est la réflexion et ce pourquoi, à un moment donné, on décide de créer la Déferlante, c'est que on constate, nous, qu'il y a énormément il y a beaucoup de journaux qui s'emparent de ces questions-là, de plus en plus des questions de genre, des questions féministes, qui racontent ce qui se passe, qu'il y a un bouillonnement, que ce soit du côté de la recherche avec les études de genre, que ce soit du côté des associations avec Nous Toutes, que ce soit du côté médiatique, on en a parlé, activiste, etc. Mais qu'il n'y a pas, en tout cas nous on ressent un manque à l'époque en tant que même citoyenne et féministe, d'une revue, d'un objet, on pourrait dire d'un média qui raconte cette époque MeToo et qui le raconte avec tous les outils journalistiques qui sont à notre disposition, donc que ce soit le reportage, que ce soit les portfolios, la bande dessinée, etc. Et donc c'est pour ça qu'un peu plus de 2 ans après le MeToo médiatique, on a décidé de créer, on est 4 femmes à l'avoir fait, à décider de créer la Déferlante. Et je voudrais juste dire quelque chose aussi sur la question de faire évoluer les pratiques journalistiques. C'est que nous, ce qu'on a essayé de faire, c'est de réfléchir aussi, parce qu'il y a l'écrit, il y a le contenu, et puis il y a aussi tout ce qu'il y a à côté quand on crée un média, qui est par exemple la question de l'écriture inclusive. Nous, on a voulu que la revue elle soit intégralement en écriture inclusive, et je salue ici, parce que je crois qu'elle est là, le travail de Sophie Hoffnung, qui est une de nos correctrices, et qui a fait une charte sur l'écriture inclusive, qu'on essaye de... Voilà, on le pense en permanence, c'est-à-dire que ça évolue tout le temps, mais qu'on essaye de réfléchir à ça constamment. Et également la question de l'iconographie, c'est-à-dire comment on représente les luttes aujourd'hui, comment on photographie aussi les femmes,
femmes. Il y a tout un travail qui a été fait par le collectif La Part des Femmes, qui est un collectif de photographes qui réfléchit aussi sur comment on photographie les femmes et les minorités de genre. Et voilà, donc nous, c'est une question qu'on a constamment à l'esprit, c'est-à-dire comment créer une iconographie non oppressive, quoi, on pourrait dire. Voilà. Merci beaucoup. Alors, je vous propose, comme promis, nous passions aux questions. Bonjour, j'avais une question par rapport au rôle des médias dans la manière de raconter les féminicides, parce que c'est vrai que pendant très longtemps, les journalistes ont romantisé un petit peu les féminicides, et donc je voulais savoir si vous, depuis MeToo, est-ce que vous avez vu des changements dans les rédactions, ou est-ce que vous avez dû vous remettre en question et réinventer la manière dont vous racontiez ça en tant que journaliste ? Alors oui, absolument, il y a eu beaucoup de changements, mais qui ne sont pas uniformément partagés, on va dire. Donc il y a cette fameuse notion de crime passionnel qui était employée de manière vraiment courante. Je veux dire, moi, quand je travaillais à l'AFP, c'était vraiment... quasiment dans toutes les dépêches, on trouvait ça. Il y a une réflexion engagée assez vite là-dessus. Donc moi, je peux parler de la rédaction dans laquelle j'étais, mais qui est, à mon avis, emblématique parce que c'était une très grosse rédaction. On était plus de 1000 journalistes et vraiment, voilà, pas les plus conscientisés, on va dire. Et il y a eu, j'ai l'impression quand même, une espèce de lame de fond dans la presse de réflexion là-dessus, sur les termes qu'on ne pouvait plus employer, sur la manière dont on devait écrire, écrire par exemple qu'une femme s'est faite violer, ça c'est des choses qu'on ne fait plus, qui étaient faites couramment. Voilà, donc réfléchir complètement à la manière dont on raconte tout ça, qui est extrêmement importante en fait, puisque dans la manière de prendre conscience de ces sujets-là. Après, je dirais qu'aujourd'hui, voilà, pour consulter un grand nombre d'articles sur le sujet, notamment dans la presse quotidienne régionale ou dans les journaux télévisés, voilà, c'est pas terminé. C'est pas terminé. C'est pas parce qu'on parle de féminicide, effectivement, qui maintenant est une notion partagée, même un peu galvaudée, que le travail est terminé. Donc moi je lis et j'entends et je vois encore beaucoup de choses qui me choquent. Voilà. Juste à ce sujet, je me permets de compléter en vous recommandant un livre de Préparez-vous pour la bagarre, le compte Instagram qui s'appelle Défaire le discours sexiste dans les médias, qui est une excellente synthèse, remise en perspective de tout ça, et qui vous donnera des tonnes d'exemples qu'on trouve encore aujourd'hui, ce que disait Sarah, sur la trop salée la soupe, il la tue, ce qui est une manière en fait, de folkloriser le fait divers pour en enlever le sens réel, qui s'appelle des violences masculines et qui sont des violences sociales, structurelles, enfin voilà. Et en fait, c'est ça le problème en fait dans le traitement médiatique, c'est que ce que disait Sarah, c'est que ça enlève la signification même de l'information, ça déforme l'information. Mais effectivement, enfin, en tout cas, la vigilance des activistes depuis des années et des années. Je pense au compte qui s'appelle Les mots tuent, il y a très longtemps, enfin il y a plus longtemps, aujourd'hui Préparez-vous pour la bagarre, etc. Permettent, comme je disais tout à l'heure, la société mobilisée, elle interpelle beaucoup la presse. Je trouve que c'est quand même pas mal ça qui fait un peu changer aussi, parce que dès qu'il y a un titre vraiment trop dingue qui passe, il y a une interpellation des féministes en réalité, qui ont quand même conduit à plusieurs reprises des journaux à changer les titres de leur papier, et c'est cette vigilance collective en fait qui permet aussi aux journalistes dans leur rédaction, quand elles sont isolées, quand elles sont dans des rédactions où, voilà, parce que j'imagine par exemple, pour prendre l'exemple des DNA, qu'il y en a qui ont envie de faire des trucs et tout, aussi ça encourage des gens dans leur propre rédaction à se dire qu'elles sont légitimes à dire non, c'est pas comme ça qu'il faut faire, etc., etc. Il faut que vous rapprochiez votre micro. Vous avez parlé de Darmanin tout à l'heure, il y a eu un décret dans la salle. Pour moi, ce problème de visibilité et d'invisibilité au niveau du gouvernement et de déni, pour être gentil, parce que c'est pas du déni, on est loin de là, je pense qu'il y a un problème de force de frappe, vraiment des médias. Et par rapport à ça, dans les pratiques journalistiques, encore pour ne pas m'écarter, je voudrais parler de l'Europe. On est sur un continent, MeToo, c'est quelque chose qui nous est venu des États-Unis aussi, dont on s'est approprié. La place de l'Europe, la place des autres pays européens, de leur politique en termes
violences faites aux femmes, etc. Est-ce que vous avez des relations avec vos collègues journalistes en Europe? Est-ce que vous avez des échanges? Je pense à l'Espagne, par exemple, où dès qu'il se passe quelque chose, il y a la ministre qui parle et qui dit ce qui s'est passé, Irene Montero, avec les mots qu'il faut pour resituer les choses au niveau politique, au cœur du gouvernement. Ça, c'est quelque chose il faut qu'on arrive à ça en France. Il faut donner plus de visibilité, il faut donner plus de puissance, il faut qu'on puisse faire bouger les choses à ce niveau-là aussi. Donc est-ce que vous, en tant que journaliste, c'est quelque chose qui vous interpelle? Est-ce qu'il y a des échanges avec d'autres pays? Je sais qu'on parle de l'Espagne, parce que c'est un pays qui bouge dans ce sens-là, même si malheureusement les chiffres ne vont pas forcément dans le bon sens. Mais il y a d'autres pays européens. Est-ce que ça vous interpelle, vous, en tant que journaliste? Oui, donc pardon, je réponds encore parce qu'il se trouve que j'ai travaillé récemment sur cette question-là. Alors, moi, personnellement, j'essaye de lire, de voir effectivement ce qui se fait dans la presse étrangère en termes de couverture, mais le sujet que vous soulevez, c'est encore autre chose, c'est-à-dire, à mon avis, on est du côté de la réception du message, c'est-à-dire que le message est délivré, pas seulement par des médias engagés, par des médias totalement grand public, etc., mais c'est un sujet qui ne perce pas, politiquement, qui ne perce pas sociétalement. Mais je veux dire, on parle de l'Espagne, on a un gouvernement de gauche en Espagne qui effectivement prend la parole sur chaque féminicide, tweet sur chaque féminicide, fait voter des lois extrêmement pointues. En France, on n'en est pas là. Je veux dire, c'est un sujet... on est quand même on a quand même un gouvernement avec un ministre de la Justice qui parle de violence au sein du couple uniquement et qui ne manque pas une seule occasion de rappeler qu'il y a également des femmes qui tuent leur mari. Voilà où on en est. Donc, bon, à partir de là, ça ne peut pas aller très loin, hélas. Et on a une secrétaire d'État qui est inexistante totalement, qui a en plus dans son portefeuille également les discriminations, et voilà, moi je pense que vraiment, on est sur une question purement politique, en l'occurrence. Moi, je voulais poser une question par rapport à l'évolution des pratiques journalistiques au sein de la rédaction, plus que dans l'écriture des articles. En tant que jeune journaliste qui espère intégrer les rédactions l'année prochaine, est-ce que vous voyez une évolution? Il y a eu des scandales en 2012 à la BBC, à Fox News aux États-Unis. Donc, est-ce que vous voyez les journalistes femmes et même les minorités plus protégées post-MeToo au sein des rédactions? Ouais, c'est une bonne question. En fait, j'aurais du mal à vous certifier que les femmes, les minorités de genre, les minorités raciales sont plus protégées aujourd'hui dans les rédactions qu'il y a quelques années, parce que en fait, les discriminations, les violences persistent. Je pense, on a une partie de collègues, de camarades de Mediapart qui sont cofondateurs d'une association des journalistes racisés et antiracistes qu'on salue et qui montre tout le travail qui reste à faire et dans la couverture médiatique et dans la manière dont on traite les journalistes dans les rédactions. Donc je voudrais surtout pas donner l'impression que tout est bien, parce que c'est pas du tout le cas. Par contre, la question de savoir est-ce que c'est mieux, est-ce qu'on a plus de points de vigilance aujourd'hui, je pense que oui quand même. C'est-à-dire qu'en tout cas sur la question des violences sexistes et sexuelles, de la protection des femmes et des minorités de genre dans les rédactions, j'ose espérer que ce soit le cas, parce qu'il y a quand même eu énormément de médias à avoir mené des enquêtes internes, à avoir des procédures qui n'existaient pas à l'époque, à avoir par ailleurs mené des procédures disciplinaires, à avoir sanctionné des journalistes qui ne l'avaient jamais fait pendant très 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 longtemps. D'autres les ont promus, donc c'est pas un tableau idéal, mais enfin il y a quand même eu des choses à se passer, il y a quand même d'énormes rédactions, d'énormes groupes médiatiques qui font appel soit en interne à des ressources en interne, soit en externe à des cabinets pour pouvoir faire ce travail, et donc aussi des services des ressources humaines et un encadrement qui logiquement est beaucoup plus avisé qu'il n'était par le passé, et on espère en tout cas que ça produit des résultats concrets. Donc, en tout cas, il y a un degré d'information, d'existence de ce sujet qui n'est... Moi, quand j'ai commencé à travailler, ça n'existait même pas, en fait. Ça n'existait pas. Donc, du coup, j'espère que ça produit des résultats de ce point de vue-là. Et pour anticiper une possible question, et pour ne pas se cacher derrière le petit doigt, Mediapart est aussi concerné, comme toutes les rédactions de France et du monde, en fait. Et donc, depuis, ça fait... Voilà, nous aussi, on a été
été confrontés à ces questions dans notre traitement journalistique, mais aussi à l'intérieur de la rédaction. On a eu parfois à mener des procédures disciplinaires. On a des formations tous les ans qui sont menées par le cabinet EGAE depuis 2016 sur la prévention des violences sexistes et sexuelles. On a un système de référents de violences sexistes et sexuelles. C'est pas une garantie que tout aille bien, mais c'est au moins les outils dont on se dote pour prévenir et traiter si jamais ça survient, pour avoir un environnement de travail beaucoup plus sécurisé qu'il ne pouvait être par le passé. Voilà, après, dire ça, c'est pas du tout le cas dans plein d'autres endroits, et puis ça ne prémunit pas de tout. Mais de ce point de vue-là, j'ose espérer quand même qu'il y a une avancée, une prise de conscience et des outils qui n'existaient pas par le passé. Bonjour. Vous disiez tout à l'heure que vous aviez de plus en plus de demandes, en tout cas de personnes qui vous contactent, donc je pense notamment à Rue 89, pour les plaintes, etc. Comment vous arrivez à faire face à tout ça, et est-ce que vous ne vous sentez pas un peu impuissant aussi face à toutes ces demandes, parce que vous parliez de peu de condamnations, donc comment vous gérez ça aussi, parce que j'imagine que émotionnellement aussi on se sent un peu concerné. Oui, c'est difficile. C'est difficile. On en parle beaucoup entre nous dans la rédaction, parce que c'est des enquêtes longues et lourdes à porter. Et c'est sûr que parfois, ça mène à rien. Parfois, on va prendre des semaines pour parler à une femme qui a été victime de violence. On épluche avec elle toutes les preuves qu'elle a. Et au final, on décide pour plein de raisons que ça ne peut pas devenir un article. Donc ça, parfois, c'est assez difficile. Ça arrive pas souvent, mais ça arrive. Et puis, non. Et puis après, c'est vrai que voilà, on essaye de se soutenir, de soutenir comme on peut la victime. Et en même temps, il faut rester aussi neutre que possible, même si j'aime pas ce mot, mais... Il faut, Lénaïg le sait, vérifier, super vérifier, revérifier tout ce qu'elle a dit. Ça, c'est aussi une partie difficile parce que les femmes peuvent se sentir pas crues, ce qui n'est pas du tout le cas, mais pour que nous, après, on soit inattaquables et que l'enquête soit béton, c'est hyper important. Et donc c'est sûr que l'affaire qu'on avait faite sur... donc c'était le patron d'un gros label de rock à Strasbourg qui était accusé de multiples violences sexuelles et de harcèlement et d'agression. Suite à l'article, il y a quand même eu 5 plaintes déposées, dont une pour viol. Et au bout d'1 an d'investigation, toutes les plaintes ont été classées. Ça, j'avoue, moi, ça m'a fait un peu mal au cœur. Et puis après, on se dit qu'on a quand même servi à quelque chose, qu'on a rendu l'affaire publique, que lui, quelque part, il a quand même eu pas mal de difficultés dans son label, qu'il a dû changer de nom, changer de métier. Et les femmes qu'on a soutenues et qu'on a accompagnées, elles vont mieux, elles nous disent merci. Donc voilà, on essaye d'avancer comme ça. C'est un bon résumé, mais c'est vrai que... on est le réceptacle de tout ce que la société ne gère pas, en fait. Pourquoi aujourd'hui des personnes s'adressent à nous? On a de plus en plus de cas, parce que c'était assez rare, en fait, au début. Il y a quelques années, c'était plutôt nous qui allions chercher les gens, qui essayions de les convaincre, de dire que ça pouvait servir à quelque chose, que ça pouvait être utile, qu'elles seraient plusieurs, qu'on ferait ça bien, etc. Enfin, du moins, c'est ce qu'on essaye de faire. Et aujourd'hui, il y a plus de gens qui spontanément s'adressent à nous. Alors, parce que plus on fait d'enquêtes, plus ça encourage les gens. Ça se dit, en fait, c'est possible, en fait, on peut le faire, en fait, ça peut bien se passer. Donc, évidemment, ça a cet effet. Mais c'est aussi plein de gens dans tous les milieux sociaux qui sont confrontés au fait qu'on leur dit portez plainte, et que l'institution policière et judiciaire ne remplit pas la mission qu'on leur a promis qu'elle remplirait. Et nous, on a plein de gens qui sont bloqués dans des procédures judiciaires, des procédures disciplinaires. Là, je pense par exemple à l'université, rue 89 Strasbourg, et Maud en particulier a fait une enquête sur l'université. Moi, j'avais pas mal travaillé sur le sujet quelques années auparavant. C'est sidérant. Vous avez des universitaires dotés de capitaux qui sont bloqués dans des procédures disciplinaires qui n'aboutissent pas, où il ne se passe rien, comme dans absolument toutes les strates de la société. Et ça, par exemple, nous, on est souvent sollicités pour ça, avec l'espoir que la médiatisation
conduisent à débloquer une situation individuelle ou collective. Parce que, je veux dire, moi j'ai un cas, par exemple, voilà, où elles sont 10 et il ne se passe rien. Genre, c'est fou. Donc c'est pour ça que... Et ça, c'est vrai que plus ça va, plus moi, par exemple, ça me met un peu en colère. Alors que je ne sais pas trop... Voilà, mais ça finit par... Vraiment parce qu'on a cette responsabilité qui ne peut pas être la nôtre. Parce qu'on ne peut pas remplacer l'institution judiciaire, l'institution policière, les instances disciplinaires. On ne peut pas faire ça. C'est pas notre rôle. On n'y arrivera pas. Puis on n'est pas formé pour ça. Et heureusement d'ailleurs. Je veux dire, chacun son métier. Nous, notre métier est de produire de l'information. Mais on a effectivement cette difficulté particulière qui je trouve de plus en plus forte parce que le décalage entre les attentes et la réalité est de plus en plus grand. C'est-à-dire qu'avant, elles n'attendaient pas grand-chose. Donc la déception était moins forte. Mais aujourd'hui, voilà, il y a un niveau d'attente qui est plus élevé. C'est normal. Et la réalité de ce qu'est une procédure disciplinaire dans une entreprise, à l'université ou une procédure judiciaire, bon, c'est sans doute un peu amélioré, mais pas du tout suffisamment en proportion de l'attente existante. Merci déjà beaucoup pour ce que vous faites. J'ai une petite question sur le public. Là, quand je réécoute l'intervention de M. Darmanin à l'Assemblée nationale, quand il a été questionné sur les violences policières sexuelles, je me demande, mais est-ce qu'il lit vos rapports, vos recherches, et est-ce que vous avez des informations sur l'étendue de la démocratisation de cette information et quelles sont les sphères de soutien que vous avez et du coup, en conséquence, c'est quoi les stratégies pour rendre cette information accessible et un peu un espèce de savoir commun à tous et à toutes. Et puis même aujourd'hui, je vous vois, vous êtes 4 femmes et je me demande, est-ce que vous avez du soutien même au sein de la rédaction? Est-ce que c'est un sujet qui est pris à partie entièrement? Voilà, merci. Alors, je vais juste répondre là-dessus et peut-être Marie sur globalement faire diffuser le savoir sur ces sujets. Je te laisserai répondre. Juste, je vais répondre pour vous rassurer. Donc, il y a plein de journalistes de Mediapart, il y a plein de journalistes hommes de Mediapart qui enquêtent sur ces sujets, qui s'en emparent, qui le font depuis longtemps. Pas uniquement depuis que c'est devenu hype. Donc vraiment, je sais pas du tout pour faire comme si, voilà, mais c'est la vérité, c'est un engagement éditorial partagé par l'ensemble de la rédaction et pas uniquement par la rédaction du journal, par l'ensemble de l'entreprise et de l'entreprise Mediapart. Et c'est hyper important parce que tous les services de Mediapart contribuent à ce travail. Je pense par exemple au service abonné de Mediapart qui reçoit énormément des alertes. Parce que quand on dit les gens s'adressent à nous, les gens s'adressent parfois à nous directement comme journalistes, mais énormément de choses passent par le service abonné qui est à Poitiers et qui fait un travail absolument incroyable, cette parole, mais aussi tous nos collègues qui gèrent les réseaux sociaux, etc., qui reçoivent aussi et qui sont destinataires d'alertes. Et donc tout ce travail, tout cet écosystème qui permet notre travail à nous. Et il pourrait y avoir des garçons sur cette estrade, mais on ne va pas non plus se plaindre quand il n'y a que des femmes. Voilà. Marie. Sur la question de la transmission des savoirs, c'est vrai que ce qui est peut-être intéressant à voir aujourd'hui, c'est déjà l'évolution, on en a parlé du vocabulaire. On a dit que le mot féminicide était maintenant complètement entré dans le langage courant et ça c'est une vraie bataille et c'est une vraie réussite d'avoir réussi ça parce que ça montre aussi à un moment donné un système et que le fait de gagner sur le vocabulaire ça montre aussi voilà ce que gagnent aussi les luttes féministes aujourd'hui et je pense que ce qui est important aussi, nous en tout cas on y met beaucoup de cœur à la déferlante, c'est de faire en sorte qu'il n'y ait pas forcément un vocabulaire qui puisse exclure. On le voit aujourd'hui dans les mouvements féministes, il y a beaucoup de mots qui sont parfois, pour les gens qui ne les connaissent pas forcément évidents à comprendre. Je pense au terme cis, même s'il est de plus en plus utilisé, à d'autres termes. Et nous, on fait extrêmement attention à ce à chaque fois on les définisse, à ce que tout le monde puisse les comprendre. Et puis plus largement, il y a cette question-là du vocabulaire, mais il y a aussi la question d'aller chercher du côté des sciences sociales, parce qu'il se passe beaucoup de choses aussi à l'université, et d'essayer aussi de traduire cette pensée-là, et de pouvoir la rendre accessible, tout en restant exigeant. Donc ça, c'est quelque chose aussi sur lequel on travaille beaucoup, mais qui n'est pas non plus évident, donc d'essayer de faire écrire des chercheurs, des chercheuses sur leurs thématiques de thèse, de recherche, et aussi, je pense à une dernière chose, mais sur la question de la revalorisation peut-être des savoirs militants, c'est-à-dire de considérer que les militantes, les activistes sont les premières concernées, qu'elles ont plein de choses à dire et de pouvoir aussi leur donner de la place dans les médias. Et nous, c'est quelque chose sur lequel on tient beaucoup à la déferlante. Bonjour, alors, je suis désolé.
Mais je pense que c'est... En tant que journaliste homme, j'ai une question. Comment peut-on bien traiter des questions féministes ? Et ça part d'une première appréhension, c'est que déjà je me demandais si j'étais pas en train de confisquer la parole ou est-ce que j'étais légitime pour poser une question là. Donc il y a cette peur, cette appréhension, cette timidité peut-être. C'est pas une souffrance, hein, je suis pas en train de dire ça. Donc comment, en tant qu'homme, on peut bien s'intéresser et bien traiter des questions dites féministes, parce que je pense que le féminisme recoupe beaucoup de choses. Et ça m'amène à mon deuxième point, c'est aussi éviter que les questions dites féministes, on les confie uniquement à des journalistes femmes dans l'équipe et que ça devienne une espèce de rubrique aussi. Il y a aussi cette question, ça devient une espèce de rubrique et on fabriquerait des rubriques féminines comme il y a des magazines féminins, dits féminins. Voilà, donc si vous avez quelques pistes pour m'éclairer et éclairer mes collègues masculins. Je ne sais pas si j'ai cette prétention. Peut-être Donatien qui vous passe le micro, qui lui-même a fait plein d'enquêtes sur les violences sexistes et sexuelles à Mediapart, pourrait peut-être répondre plus facilement que moi. Parce que dans les exemples de ceux qui travaillent notamment sur la musique, il a fait énormément d'enquêtes sur le sujet. Je ne sais pas comment vous répondre de ce point de vue-là. Par contre, ce que je peux vous dire, c'est qu'il y a plusieurs choses. Sur le caractère rubrique féminine ou la case... voilà, c'est exactement tout ce qu'on essaye de ne pas faire. Au sens, quand j'étais tout à l'heure, on essaye d'en faire un sujet transversal qui traverse l'actualité, c'est-à-dire de comment on intègre ces sujets à l'ensemble de nos couvertures quand on parle de l'international. Voilà, et c'est d'ailleurs, on l'a fait quand on a traité la guerre en Ukraine, quand on traite Vladimir Poutine et les motivations de la guerre déclenchée par Poutine en Ukraine, qu'on le fait dans la couverture, notamment voilà, mes collègues du service international, dans leur couverture ou dans ce que les pigistes font, d'intégrer ces questions à chaque fois que dans la manière qu'ils ont d'appréhender la couverture d'un pays. C'est vrai, évidemment, des questions économiques et sociales, bon, ça paraît encore plus évident. Voilà, on l'a vu au moment, on l'a vu comme si c'était fini. On le voit sur la réforme des retraites. J'ai envie de prendre mes rêves pour la réalité aujourd'hui. Sur le fait que la question des inégalités et de comment les femmes vont être parmi les plus pénalisées de la réforme est quelque chose d'important. Voilà, c'est des choses sur lesquelles on a pas mal travaillé, notamment mes camarades du pôle social qui vont d'ailleurs nous succéder sur la tribune. Et donc ça, c'est vraiment essentiel, d'avoir ce regard transversal. Il ne s'agit pas d'avoir une case femme, ça n'a aucun intérêt, ça serait passé complètement à côté du sujet. Non, mais ça existe, ça a existé longtemps, c'est un risque, etc. Et c'est tout ce qu'il ne faut pas faire. Donc ça, c'est là-dessus... et c'est pour ça que ce n'est pas un sujet de femmes. Enfin, voilà, c'est d'ailleurs pour ça qu'on essaye souvent d'ailleurs de parler de violences masculines quand on parle des violences sexistes et sexuelles, quand on parle de violences de genre, c'est-à-dire de bien nommer les choses. Ça nous concerne toutes et tous, ça concerne la manière dont on est construit, la manière dont on se positionne dans la société. Et le travail de journaliste vise aussi à intégrer ça dans sa manière de pratiquer son métier. Après, ça n'empêche que je n'esquive pas non plus la question d'avoir un point de vue situé, c'est-à-dire d'où on parle. Effectivement, c'est pas pareil quand vous vous adressez à une victime de violence sexiste et sexuelle, si vous êtes un homme ou si vous êtes une femme, ça veut pas dire que c'est impossible. C'est pas du tout. C'est juste qu'il faut avoir conscience de la différence que ça peut engendrer. Mais des différences qui peuvent être à la fois, dans tous les sens. Moi, j'ai plusieurs fois travaillé en binôme avec des hommes dans des enquêtes sur les violences sexistes et sexuelles. Parfois, c'est arrivé que la présence de mon collègue rassure les victimes parce que ça fait sérieux. Parce que, non mais, on est tous, mais c'est normal. Ça fait que ça montre que Mediapart est vraiment intéressé au sujet, qu'on va vraiment aller au fond des choses, qu'on a la connaissance des méthodologies, etc., etc. Ça peut, voilà, c'est pour ça qu'il faut, ça peut, voilà, tout ça peut arriver. C'est juste d'avoir conscience d'où on parle, je pense. Et moi, si je peux dire, juste pour Rue 89 Strasbourg, on est donc 5. Je suis la seule fille, certes, mais je ne suis pas la seule à faire ce genre de sujet. Et j'ai 2 de mes collègues, Guillaume Crème, qui est quelque part dans la salle, et Pierre France, le rédacteur en chef, qui ont déjà et qui font aussi ces enquêtes-là. Et en effet, je pense que fait, la question, c'est plus une question d'intérêt. Moi, je dirais, si vous, ça vous intéresse, voilà, faites-le, quoi. Mais voilà, moi je trouve que c'est aussi bien quand c'est les hommes et qu'en effet ça change tout au rapport avec les victimes, mais c'est pas forcément négatif, au contraire.
Bonjour, merci pour cette table ronde. Moi, j'ai une question sur la façon dont, éventuellement, ça a changé votre position par rapport aux victimes qui vous contactent. Et notamment parce que les premières enquêtes, il y a un côté très libérateur, je pense, de voir que ça bouge et que vos articles font bouger les choses. Mais il y a aussi un truc très violent, en fait, d'être exposé médiatiquement, que ce soit en on ou en off, dans le cadre d'une enquête. Est-ce que ça, vous arrivez à le traiter ? Est-ce qu'il y a des fois où vous vous êtes dit, là, on ne peut pas publier parce que ça va être trop violent pour les victimes et ça va les mettre en danger ? Est-ce que vous vous posez ces questions-là ? Et est-ce que vous accompagnez les victimes dans cet après ? Vous n'êtes pas psychologue, bien sûr, mais vous avez quand même, peut-être pas une responsabilité, c'est un terme trop fort, mais quand même une question qui se pose sur, vous allez quand même ouvrir une nouvelle phase pour elles et qui peut être sacrément difficile. Oui, alors effectivement, c'est une bonne question. Ça nous arrive très souvent de nous poser cette question. C'est-à-dire que la médiatisation, c'est un choix des personnes qui nous contactent. Déjà, juste pour rappel, à Mediapart, et je pense qu'on peut partager ce principe, on ne publie pas d'articles sans le consentement des personnes concernées. Enfin, je ne parle pas des mis en cause, je parle des personnes, des témoins, des victimes. Je dis ça parce que c'est pas toujours le cas. C'est pas toujours le cas dans l'espace médiatique. C'est-à-dire qu'il y a des papiers qui sortent, qui révèlent des plaintes déposées, qui révèlent des violences potentielles sans l'accord des personnes qui ont pu porter plainte. Voilà, il y a des fois, on s'empêche de publier des enquêtes. On s'est déjà empêché de le faire parce que les personnes n'étaient pas d'accord et ne voulaient pas le faire. C'est parfois des crève-cœurs. Vraiment, voilà. Mais on a ce principe de jusqu'au bout se dire qu'on ne peut pas aller contrevenir au consentement quand on travaille sur le consentement. Donc ça, c'est la première chose. Mais ça n'empêche que parfois, on se demande si les personnes qui sont volontaires, parfois très volontaires, si on pris la mesure de ce que ça signifie. Parce que nous, au fur et à mesure, on le voit, c'est-à-dire les premières, franchement, moi, je ne me rendais pas compte de ce que ça pouvait faire, d'autant plus qu'au moment où les tout premiers, genre la préhistoire de Mediapart, les tout premiers papiers qu'on a pu faire sur ces sujets s'inscrivaient dans un contexte très différent de celui dans lequel on est aujourd'hui, et où il y avait des papiers, ça passait quand même assez inaperçu. Donc l'effet extrêmement fort de la médiatisation a aussi beaucoup changé avec le temps. Et aujourd'hui, c'est vrai que parfois, on se demande, parce que d'expérience, on le sait, c'est un parcours long, difficile, dont le résultat, quand on leur demande des mois après, des années après, ce qu'elles en tirent comme enseignement, le bilan est balancé. C'est-à-dire que moi, à chaque fois, on m'a dit « je ne regrette pas de l'avoir fait, mais bordel, qu'est-ce que c'est dur ». Et vraiment, j'ai l'impression d'avoir entendu ça tout le temps. C'est-à-dire de ne pas regretter, mais qu'elles n'anticipaient quand même pas la difficulté du chemin qu'elles allaient. Je dis elles, mais on a aussi fait plein d'enquêtes sur des victimes garçons. Ce chemin-là, voilà à quel point ça allait être difficile. Et évidemment, on est responsable de ça. C'est pour ça qu'on doit se poser la question. C'est pour ça que parfois, on revient vers elles, on leur dit « mais vous savez, il va y avoir ça, ça va se passer comme ça ». Tout en étant attaché au fait de publier notre article, parce qu'on pense que c'est juste, que ça peut servir, que ça peut être utile, mais on essaye, d'évaluer les risques, on essaye de prévenir aussi, de dire qu'il faut prévenir l'entourage, des choses comme ça en fait, parce que parfois c'est pas le cas et du coup évidemment ça fait genre au moment de la publication, et parce qu'évidemment on est responsable. C'est pas un trop gros mot, c'est-à-dire qu'on est responsable c'est nous qui appuyons sur le bouton, c'est nous les journalistes qui publions l'enquête, c'est pas les personnes qui se sont adressées à nous, c'est nous qui sommes responsables. Donc on n'est pas responsable du choix des gens, ça c'est sûr, on n'est pas responsable de leur vie non plus. D'abord, on n'a pas les moyens. Enfin, si on proclamait l'être, on le ferait mal de toute façon. Effectivement, on n'est pas psychologue, mais on n'est pas non plus avocat. Enfin, on n'est pas avocate. J'ai déjà dit qu'on n'était ni juge ni policière, mais on n'est pas capable d'accompagner des victimes. C'est pas notre travail. Par contre, on est responsable de notre partie, cette partie de la médiatisation. Et parfois, ça nous est déjà arrivé de ne pas publier des articles avec des personnes dont on s'est dit que ce n'était pas jouable à ce moment-là. Parfois,
à un moment parce qu'elles vont trop mal, parce que c'est trop difficile, et puis parfois 6 mois après c'est possible. Il y a peut-être juste par rapport à ce que tu dis, Lénaïque, aussi le risque judiciaire aussi qu'il faut prendre en compte et qui n'est pas forcément évident parce qu'il pèse à la fois sur les journalistes, sur les directions des rédactions et sur les victimes, c'est-à-dire de se dire que quand on publie le nom de quelqu'un, à la fois le journal et la personne qui témoigne peut être poursuivie en diffamation, et ça c'est un risque qui pèse aussi beaucoup, c'est-à-dire que ça veut dire aujourd'hui, moi dans l'évolution que j'ai constatée peut-être dans quelques années entre les enquêtes que j'avais pu faire à l'Humanité et aujourd'hui, c'est que aujourd'hui on fait relire par des avocats en faisant très attention, en se disant il peut y avoir quand même des poursuites et ça peut nous coûter cher, donc il faut qu'on ait ça en tête aussi, ne serait-ce que de savoir ce que ça pourrait nous coûter, et aussi du côté des victimes, c'est-à-dire qu'ils témoignent, de leur dire moi je crois que ce qui est important c'est de les informer en fait de ce qui les attend et de leur dire il se peut qu'il y ait des poursuites contre vous, est-ce que vous êtes prête à ça, est-ce que vous êtes prête à engager des frais d'avocat, à aller en justice, à un moment donné à vous retrouver sur le banc des prévenus poursuivi par celui que vous dénoncez aujourd'hui, et voilà, c'est aussi de les informer de ça, et ça je pense que ça, Lénaïque t'en parlera mieux que moi sans doute parce que vous avez été beaucoup confronté à ça, mais ça pèse quand même aussi beaucoup dans la décision à un moment donné de publier ou pas, quoi. J'avais justement une question qui portait sur vos risques en fait, les risques que vous prenez, à la fois les risques qui concernent la question juridique, les attaques dont vous pouvez dont vous pouvez être l'objet au pénal, mais aussi dans vos carrières, c'est-à-dire dans quelle mesure est-ce que vous êtes victime de harcèlement, de cyberharcèlement en tant que journaliste, et puis dans quelle mesure est-ce qu'il y a des portes qui s'ouvrent ou qui se ferment en matière de carrière journalistique quand on travaille sur ces sujets-là? Alors, je sais pas sur les carrières, je saurais pas du tout dire. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a quelques années, travailler sur ces sujets dans les rédactions, c'était clairement pas prendre la voie du succès, quoi. Aujourd'hui, je pense que ça a quand même beaucoup changé. Et par ailleurs, moi, maintenant, ça fait quand même très longtemps que je travaille à Mediapart, donc j'ai vraiment du mal à me rendre compte de ce que ça signifie ailleurs de ce point de vue-là. Je sais qu'il y a encore plein de gens qui se battent pour faire ces sujets, mais est-ce qu'elles sont sanctionnées? Oui, ils sont sanctionnés pour le faire. Disons qu'en tout cas, c'est pas un avancement de carrière, quoi. Franchement, je serais bien en peine d'avoir une réponse précise et j'aurais peur de dire une bêtise. Peut-être que tu as du recul que tu avais toi de ton ancien employeur. En tout cas, moi, mon dernier exemple là, donc, sur cette fameuse enquête sur un professeur de théologie à l'université de Strasbourg, qui s'est battu après la publication de l'enquête en nous menaçant, pour l'instant simplement menaçant d'attaque en diffamation, mais qui est allé assez loin dans sa menace. C'est sûr que lui et son petit cénacle de gens qui le soutiennent sont pas forcément très sympas avec moi sur les réseaux sociaux, ça c'est sûr. Mais je dirais que contrebalancé avec les lecteurs qui ont salué l'enquête, avec la publication sur Mediapart, avec les victimes qui sont soulagées que ce soit enfin public, l'université aussi qui n'a pas porté plainte pour diffamation. Ça contrebalance et pour l'instant j'ai l'impression que ça va, mais c'est sûr que c'est pas toujours très agréable et que je suis passée par des moments pas forcément où j'étais pas très bien. C'est sûr que ça peut faire peur. Alors on va prendre une dernière question. Pardon. Oui, bonjour, c'est moi qui ai le micro. Merci beaucoup pour votre travail. Vous l'avez évoqué rapidement, sans rentrer dans les détails, mais je me demandais quelle était la place des personnes issues des minorités de genre dans votre travail et si vous vous posiez des questions spécifiques sur le traitement médiatique de ces personnes-là. Merci. Dans les enquêtes, vous voulez dans les sujets qu'on traite? Dans votre travail, et si vous aviez des questions et des interrogations spécifiques dans le traitement, que vous posiez des questions ou des interrogations spécifiques dans votre traitement médiatique. Oui, bien sûr. Heureusement d'ailleurs. On se pose plein de questions parce que quand je disais tout à l'heure les biais qu'on peut avoir, que les médias ont de manière générale, qu'ils soient sexistes, racistes, homophobes, transphobes, on les connaît en fait. Ils sont documentés, archi-documentés même. Soit par leur invisibilisation, soit par les stéréotypes. Par ailleurs, il y a des associations de journalistes qui pointent ces sujets. Je pense par exemple à l'AJL, l'association des journalistes LGBTI, et donc qui pointent aussi ces questions très importantes. Par ailleurs, il y a un autre point essentiel. Si je prends pour ne prendre qu'un seul exemple, c'est qu'aujourd'hui, on est face à une offensive transphobe extrêmement puissante, extrêmement forte,
politiques, venus de l'extrême droite américaine notamment, mais qui se diffusent très largement en France, et dont un des canaux les plus évidents de diffusion est évidemment la sphère médiatique. On a vu, voilà, dans des débats à télévision, à des heures de grande écoute, sur des chaînes parfois du service public, dérouler une parole extrêmement transphobe, voilà, discriminatoire, stigmatisante, et qu'on a évidemment cette responsabilité, et nous aussi, au journal, à traiter cette question, à la documenter, à la dénoncer. Et il y a un travail qui est fait notamment sous la houlette de Mathilde Mathieu, qui s'occupe du service société de Mediapart, sur ce sujet qui est essentiel. Et peut-être on peut dire un mot du travail que Sarah, Mathieu et David ont mené tous ces derniers mois, puisque l'annonce du nouveau documentaire de Mediapart est passée et que Sarah en est une des autrices. Oui, par exemple, on a consacré un temps important cette année à documenter un phénomène qui nous semblait largement sous-médiatisé et méconnu, que sont les guet-apens homophobes, c'est-à-dire des personnes gays qui sont piégées via des applications de rencontres, ou alors attaqués sur des lieux de rencontre, ou repérés dans des bars et piégés, humiliés, frappés, volés, parfois tués. Donc on a mené une enquête vidéo au long cours sur ce sujet-là. Voilà, mes collègues Mathieu Magnodex et David Perrotin ont travaillé sur le chiffre noir du nombre de victimes voilà, qu'on a comptabilisé sur les dernières années. Et on a également travaillé sur le problème de la prise en charge judiciaire de ce sujet qui est complètement invisibilisé. Et de la honte aussi des victimes qui, dans la plupart des cas, ne déposent pas plainte. Voilà, donc c'est un travail dont on est fier, parce que vraiment il met en lumière quelque chose, je pense, qu'on n'imagine pas encore en 2023 en France. Enfin, moi personnellement, quand j'ai été confrontée à des affaires de ce type-là, je me suis dit mais c'est pas possible, on est encore en 1950 quoi. Et voilà, et donc on a un documentaire de 60 minutes qui sort le 19 avril sur le site de Mediapart. Oui, non, juste là-dessus, pour répondre à la question sur les minorités de genre, ça rejoint ce que je disais au début sur le fait qu'on est en perpétuelle évolution aussi là-dessus, et que c'est des réflexions qu'on a en permanence. Enfin, nous, en tout cas, rédaction féministe, qui nous questionnons toujours sur la façon dont on fait passer l'information. On a écrit dans notre premier numéro de La Déferlante un manifeste dans lequel on parlait principalement du fait de visibiliser les vécus, les combats des femmes. Et je me souviens qu'à l'époque, on a été interpellés par un lecteur dont on a publié le courrier ensuite, qui s'appelle Tal Madesta, et qui nous disait mais vous oubliez complètement à un moment donné les minorités de genre, les personnes non binaires, les trans, etc. Et ce qui nous a beaucoup questionné, donc voilà, avec une vision qui était sans doute trop binaire dans la revue de cette question des genres. Et donc on y réfléchit tout le temps. On a du coup modifié notre manifeste, on a publié les chroniques de Tal Madesta suite à ce courrier, et qui sort son premier livre chez nous qui s'appelle La fin des monstres, sur le parcours d'une trajectoire trans. Voilà. Merci beaucoup à toutes et à tous. Abonnez-vous à Rue 89 Strasbourg, abonnez-vous à La Déferlante.